Bonjour à toutes et à tous. Donc c'est la dernière présentation avant le débat. Et donc on va parler d'un sujet un peu différent et qui concerne, mais qui n'a pas moins des implications budgétaires considérables, qui est celui de la baisse démographique qu'on connaît aujourd'hui dans le système éducatif français et ses implications pour les finances publiques bien sûr, mais aussi pour les inégalités territoriales. Alors, le contexte, le point de départ de cette étude, qui a été réalisée avec Pauline Charousset, Youssef Souidi et Nina Guyon, c'est le constat qui est bien connu aujourd'hui d'une baisse considérable de la natalité en France, donc qui a commencé en 2010, et d'une baisse donc, du nombre annuel de naissances qui est passé d'environ 820 000 naissances par an en 2010 à, en 2024, 660 000. Et une tendance qui devrait se prolonger, donc d'après les projections de l'INSEE. Donc on a retenu ici le scénario de fécondité basse de l'INSEE, qui est celui qui colle le mieux aux évolutions passées, pour se stabiliser autour de 2030. Alors évidemment, cette évolution démographique, elle a des conséquences pour le système éducatif, puisque moins de naissances, ça veut dire moins d'élèves, avec un décalage dans le temps. Donc si on se place, si on utilise comme point de référence l'année 2010, en base 100, les naissances annuelles ont diminué, à l'horizon 2031 par rapport au pic de 2010, les naissances auront baissé de 28%, ce qui est absolument considérable. Et ça va se répercuter sur les effectifs dans le premier degré, puis le second degré. Donc dans le premier degré, la baisse des effectifs, elle est décalée, puisque un enfant qui naît aujourd'hui, il rentrera en maternelle dans 3 ans. La baisse, elle a commencé autour de 2015. Elle était relativement contenue au début, puis elle s'est accélérée. Et si on se projette en 2034, par rapport au point haut de 2015, eh bien, on connaîtra une baisse de 25% des effectifs, donc un quart des effectifs du premier degré. Et puis cette baisse, elle va ensuite se prolonger dans le second degré. Et on est aujourd'hui à la bosse, c'est-à-dire que les effectifs commencent tout juste à baisser au collège et cette baisse va se prolonger au moins jusqu'en 2038 où on s'attend également à une diminution d'un quart des effectifs dans la prochaine décennie. Alors évidemment, cette tendance démographique, elle pose la question de l'ajustement de la dépense éducative, puisqu'on peut se dire, tiens, voilà un poste d'économie sur lequel on va pouvoir récupérer des ressources, puisque s'il y a moins d'élèves, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas réduire le nombre d'enseignants pour faire ces économies budgétaires? Il y a un autre argument qui est de dire, on vient de le voir dans la présentation précédente, que la dépense éducative en France, particulièrement dans le premier degré, elle est inférieure à la moyenne des pays de l'OCDE. Donc si on prend les chiffres corrigés à l'issue du travail de l'IPP, la dépense par élève dans le premier degré est inférieure de 19% à la moyenne OCDE, ce qui se traduit notamment par des classes qui sont parmi les plus chargées d'Europe. En moyenne aujourd'hui, le nombre d'élèves par classe dans le premier degré, enfin dans l'élémentaire, il est de 22 en France contre 19 dans les pays de l'Union européenne, donc un écart de 3 élèves par classe. Et finalement, est-ce que la baisse démographique n'est pas aussi l'occasion d'augmenter la dépense par élève à budget constant, puisqu'on maintiendrait la dépense, moins d'élèves au total, donc ça ferait monter la dépense par élève. Et un des moyens de le faire, c'est de recycler une partie de la baisse démographique en baisse de taille des classes, c'est-à-dire on maintient partiellement ou totalement le nombre d'enseignants, il y a moins d'élèves, donc ça veut dire des classes moins chargées. Ce qui peut rendre cette orientation de politique publique intéressante, c'est que, en règle générale, en temps normal, c'est très difficile de faire baisser la taille des classes, parce qu'on se heurte à des tensions sur le recrutement des enseignants, qu'on connaît particulièrement en France. Évidemment, c'est moins difficile en période de baisse démographique de réduire la taille des classes, il suffit simplement de maintenir les enseignants en poste. Alors ça pose la question de l'arbitrage sur le nombre total d'enseignants. Puis il y a une autre question qui se pose, c'est celle de leur répartition géographique. Parce qu'on va le voir, cette baisse démographique, elle est très inégalement répartie sur le territoire, ce qui veut dire que si on adopte une attitude passive face à cette baisse démographique, on risque d'avoir des déséquilibres assez importants entre territoires du point de vue des taux d'encadrement.
Et si on veut les corriger, il faut s'y prendre tôt, parce qu'on ne peut pas déplacer des enseignants d'un département à un autre, il faut jouer sur les recrutements. Et donc l'objectif de cette étude, c'est d'éclairer ces enjeux à partir de données détaillées qui ont été mises à disposition par le service statistique de l'éducation nationale, donc la DEP, qu'on remercie pour ces données détaillées sur la taille des classes, le nombre d'enseignants, et à partir de projections qu'on a pu réaliser à un horizon de 10 ans, donc on va jusqu'en 2034. Alors, avant de rentrer dans les projections elles-mêmes, revenons sur ce qui s'est produit, c'est-à-dire les évolutions depuis le pic des effectifs du premier degré, c'est-à-dire depuis 2015. Qu'est-ce qu'on a observé? Du point de vue du nombre d'élèves, il a diminué au cours de cette période de 8%. Donc la question qu'on se pose, c'est comment cette baisse a été absorbée et quel effet a eu cette baisse des effectifs sur la taille des classes en France. C'est le premier point de l'analyse. Et là, c'est très important, quand on analyse les évolutions de taille des classes, de bien différencier selon les différents secteurs d'enseignement, enfin, les types d'écoles, puisqu'on va voir qu'il y a une très forte hétérogénéité selon qu'on s'intéresse par exemple à l'éducation prioritaire, à l'enseignement privé ou à l'école publique hors éducation prioritaire. Donc, une des grandes tendances remarquables de la décennie écoulée, c'est une forte diminution de la taille des classes dans l'éducation prioritaire. Donc ici, ce graphique montre l'évolution de la taille moyenne des classes dans le premier degré, c'est-à-dire école maternelle, école élémentaire, des réseaux d'éducation prioritaire et d'éducation prioritaire renforcée, donc REP et REP+, où la taille moyenne des classes est passée de 23 en 2015 à 17,3, donc une baisse assez considérable, qui s'explique principalement par les politiques de dédoublement de classes qui ont été mises en place en CP, puis CE1, puis en 2020 étendues aux grandes sections de maternelle. Alors, cette évolution-là, elle contraste avec ce qu'on observe, par exemple, dans l'enseignement privé, où, pour le coup, la taille des classes s'est maintenue autour de 25, tout au long de la période, avec une très légère diminution au milieu de la période, qui est liée au plafonnement du nombre d'élèves par classe en CP, mais globalement, c'est resté très stable. Et puis, pour le gros du système, c'est-à-dire les écoles publiques en dehors de l'éducation prioritaire, eh bien, on voit que là, il y a une tendance à la baisse, donc 2 élèves de moins par classe au cours de la période, qui provient pour l'essentiel de cette baisse démographique. C'est-à-dire que le nombre d'enseignants ne s'est pas ajusté proportionnellement à la variation des effectifs, si bien que la taille des classes a diminué lentement au cours de la période. Donc ça, c'est au niveau national. Mais ce qui est important de noter, c'est que cette baisse démographique n'a pas été homogène sur le territoire. Et si on s'intéresse maintenant à l'échelle des départements à ce qui s'est produit, ce qu'on représente sur ce graphique, donc chaque point c'est un département, et on compare l'évolution des effectifs du premier degré sur l'axe des abscisses à l'évolution de la taille moyenne des classes sur l'axe des ordonnées. Par exemple, si on prend le département de la Moselle ici, on voit que le nombre d'élèves dans le premier degré a baissé de 7% sur l'axe des abscisses, et la taille des classes a diminué de 4% pendant cette période. Donc globalement, il y a une relation, c'est-à-dire que hors éducation prioritaire, c'est vraiment la démographie qui a beaucoup expliqué l'évolution de la taille des classes. Simplement, ça ne se fait pas forcément en lien avec le profil social des départements. On aboutit à des situations qui peuvent poser question du point de vue de l'équité, et on peut l'illustrer avec un exemple un peu parlant, qui est de comparer, par exemple, la Seine-Saint-Denis et Paris. Donc Paris a perdu, et on le sait, énormément d'élèves au cours de cette période, donc une baisse de la taille des classes, une baisse des effectifs de 22%, et accompagnée d'une baisse de la taille des classes de 13%. Pendant ce temps, en Seine-Saint-Denis, en dehors de l'éducation prioritaire, les effectifs, ils ont augmenté. Et la taille des classes, elle a un peu diminué, mais beaucoup moins qu'à Paris. Ce qui veut dire qu'on a quand même globalement des variations de taille des classes qui se font en ordre dispersé et qui sont principalement tirées par les évolutions démographiques. Ce qui, effectivement, peut conduire à une dispersion assez importante de la taille moyenne des classes sur le territoire. Alors si ici, ces deux cartes, on compare le nombre moyen d'élèves par classe dans l'éducation prioritaire et dans les écoles publiques en dehors de l'éducation prioritaire ici à droite. Dans l'éducation prioritaire, les écarts entre départements sont assez contenus puisque globalement, on se situe autour de 15 à 19 élèves par classe. En revanche, dans l'éducation prioritaire, on a de forts contrastes entre départements. Alors évidemment, il y a des départements ruraux où la taille moyenne des classes est plus faible du fait de la faible densité de population qui crée des contraintes sur le maillage scolaire. C'est le cas par exemple du Cantal, de la Lozère.
Mais y compris au sein des zones, par exemple urbaines, on voit qu'il y a des écarts qui existent. On a déjà signalé le cas de Paris, qui a une taille de classe plus faible que les autres départements franciliens, en dehors de l'éducation prioritaire. Mais c'est vrai, par exemple, si on compare les Bouches-du-Rhône, qui ont près de 25 élèves par classe, au département du Nord, où le nombre d'élèves par classe est plus faible, également en dehors de l'éducation prioritaire. Donc ça, c'est un aspect vraiment important qu'on a essayé de prendre en compte dans l'étude, c'est-à-dire cette hétérogénéité sur le territoire des dynamiques en cours et comment les prendre en compte. Alors maintenant, projetons-nous dans les 10 années à venir et regardons qu'est-ce qu'on peut anticiper du point de vue des effectifs scolaires, de la taille des classes. D'une certaine manière, on peut résumer les choses en disant qu'on a fait un tiers du parcours. Un tiers de la baisse a déjà été enregistré dans le premier degré et dans les années qui viennent, dans les 10 ans qui viennent, le nombre d'élèves en préélémentaire et élémentaire devrait baisser de 17% supplémentaire. Alors avant de regarder un petit peu ce que ça peut produire comme conséquence, il faut s'interroger sur l'arbitrage que ça pose du point de vue des finances publiques et de la question clé qui est est-ce qu'il faut réduire le nombre d'enseignants, est-ce qu'il faut maintenir le nombre d'enseignants, quelles sont les implications économiques de ce calcul? Alors pour illustrer cet arbitrage, on a considéré deux scénarios contrastés. Évidemment, ces deux scénarios, ces deux cas polaires, il y a tout un tas un éventail très large possible entre ces deux extrêmes, mais c'est vraiment pour rendre lisible l'arbitrage qu'on a fait ce choix. Le premier scénario, ce serait de diminuer le nombre d'enseignants pour maintenir la taille des classes à son niveau actuel. C'est-à-dire, ça nous dit quelles économies budgétaires on pourrait faire pour simplement maintenir la taille des classes à son niveau actuel et récupérer finalement des ressources par rapport au salaire des enseignants. Le deuxième scénario, c'est l'inverse. On dit, non, maintenons le nombre d'enseignants à son niveau actuel et ça permettrait de diminuer la taille des classes. Alors, c'est quoi l'arbitrage en jeu? Il y a évidemment d'autres scénarios possibles. L'arbitrage en jeu, c'est que le scénario 1, évidemment, il génère des économies budgétaires. Si on réduit le nombre d'enseignants, on a à moins payer de salaire. Et puis, si on prend le taux corrigé du casse-pension et les coûts non salariaux de l'éducation, on peut faire une estimation assez précise de l'économie réalisée. Mais ça, c'est un calcul, on va dire, budgétaire un peu statique, qui ignore les conséquences de long terme de ce choix. Et c'est ça qui est vraiment important de réintroduire dans l'analyse, c'est-à-dire que, oui, on fait des économies, mais est-ce qu'il n'y a pas un coût à ne pas baisser la taille des classes? Et c'est là qu'il nous semble important d'introduire une dimension supplémentaire, qui est que, oui, si on fait le choix inverse de baisser la taille des classes, ça produit, et une large littérature l'a montré, des effets bénéfiques du point de vue des apprentissages des élèves et également à long terme leur insertion professionnelle. Et on dispose aujourd'hui d'un très grand nombre d'études expérimentales, quasi expérimentales, qui mesurent finement les effets de classes réduites. Évidemment, ça veut dire des classes de taille réduite, c'est des salaires potentiellement plus élevés à long terme, ça veut aussi dire des ressources fiscales plus élevées à long terme. Et donc, il faut prendre en compte l'ensemble de ces éléments quand on va faire un calcul informé de l'arbitrage budgétaire. Et puis, évidemment, il y a aussi d'autres bénéfices annexes dont on ne va pas tenir compte ici, mais il faut avoir en tête, la taille des classes, ça peut aussi, au-delà des seuls élèves concernés, ça peut aussi améliorer le bien-être des enseignants, puisque ça rend les conditions d'apprentissage, d'enseignement plus simples. Ça peut aussi produire des externalités au niveau de la société, du point de vue de la santé, de la criminalité. Et donc, c'est cet ensemble de bénéfices qu'il faut avoir en tête quand on fait un calcul budgétaire. Alors justement, essayons d'illustrer ces deux scénarios et leurs implications. Donc la première chose qu'on peut comparer, c'est d'essayer de déterminer quelles économies budgétaires on pourrait faire en réduisant le nombre d'enseignants pour maintenir la taille des classes constantes. Donc c'est ce qui est illustré ici avec la courbe en violet du scénario 1. Pour maintenir la taille des classes à son niveau actuel, on pourrait diminuer assez considérablement le nombre d'enseignants dans la décennie qui vient. Concrètement, on pourrait réduire de 50 à l'horizon, enfin en 2034, on pourrait avoir 54 000 enseignants de moins qu'aujourd'hui par rapport à un point de départ de 286 000. Donc c'est une réduction assez considérable par rapport au scénario où on les maintiendrait. Alors quelles économies ça permet de réaliser? Pour ça, il faut appliquer toute la petite mécanique qu'on a décrite précédemment, le casse-pension, prendre en compte les coûts non salariaux de l'éducation. Je vous renvoie au texte pour le détail des calculs. Mais on peut estimer à peu près le montant de l'économie budgétaire, par exemple, l'année prochaine, si on décidait de réduire de 7 000 le nombre de postes qui permettrait de maintenir la taille des classes à son niveau actuel, l'économie budgétaire serait de l'ordre de 400 millions d'euros
en valeur annuelle. Si on se place maintenant en 2034, quelle économie on ferait en ayant fait ce choix de réduire progressivement le nombre d'enseignants? Ce serait à peu près 3,4 milliards dans le premier degré pour 53 000 enseignants du premier degré en moins. Ça, c'est le côté économie budgétaire. Mais maintenant, il faut regarder le revers de la médaille, qui est, il y a peut-être un coût en face de cette économie, qui est le fait de se priver des bienfaits de classes réduites. Si on fait le choix inverse, qui est celui de maintenir le nombre d'enseignants pour réduire la taille des classes, qu'est-ce qu'on peut atteindre comme cible? Alors, d'après nos calculs, on pourrait, en 2034, atteindre une taille des classes de 18,2 élèves par classe dans le premier degré, ce qui nous mettrait un petit peu en dessous des standards européens, qui sont autour de 19 aujourd'hui. Et ces classes réduites, évidemment, ça veut dire des conditions d'apprentissage améliorées, des performances scolaires plus élevées et potentiellement des salaires plus importants. Donc on a pris en compte l'ensemble des résultats disponibles dans la littérature pour essayer de chiffrer les choses. Alors c'est évidemment des ordres de grandeur, mais on propose un certain nombre de variantes et on essaie de calculer justement les effets potentiels sur les salaires futurs des élèves et puis les recettes fiscales qu'on perdrait à ne pas baisser la taille des classes. Alors plaçons-nous en 2034 et essayons de calculer justement ces coûts qu'on subirait à ne pas avoir profité de la baisse démographique pour réduire la taille des classes. Du point de vue des salaires futurs des élèves, alors évidemment là on se place dans un horizon de très long terme, c'est-à-dire c'est le cumul sur l'ensemble du cycle de vie des salaires touchés. On évalue ce montant à 4,5 milliards environ. Et puis une partie des gains sont prélevés par l'État sous la forme d'impôts, sous la forme de prélèvements sociaux, d'impôts sur le revenu. Et ces pertes fiscales du coup futures, en valeur actualisée en 2034, on les évalue à 2,9 milliards. Alors, on a les différentes composantes, essayons de les mettre ensemble pour essayer de faire un peu le bilan. Si on se place en 2034, donc pour une économie budgétaire à ce moment-là, une économie annuelle de 3,4 milliards d'euros, on aurait une perte future fiscale de recettes de 2,9 milliards, ce qui ramènerait la vraie économie budgétaire, c'est-à-dire l'économie budgétaire nette, à un montant beaucoup plus petit qui serait 500 millions d'euros. Donc pour ces 500 millions d'euros d'économie en valeur annuelle, qu'est-ce qu'on aurait perdu? Eh bien, on aurait perdu un coût économique représenté par ces salaires futurs dont ne jouiraient pas les élèves qui seront restés dans des classes plus chargées. Ce coût économique, on le chiffre à 4,5 milliards d'euros. Et le point important, c'est qu'il faut comparer ces deux valeurs, c'est-à-dire l'économie budgétaire nette qu'on a réalisée avec le coût qu'elle implique. Et quand on fait ce petit comparaison, on voit que, eh bien, pour une économie de 1 euro net à long terme, on aura engendré une perte économique de 9 euros, d'après ce calcul. Ce qui est une application d'un indice qui a fait l'objet d'une publication récente au Conseil d'analyse économique, donc cet indice d'efficacité des dépenses publiques qui rapporte les bénéfices sociaux d'une politique publique à son coût net. Et ici, on voit que cet indice ici plaide plutôt en faveur d'un scénario de maintien des effectifs enseignants ou un maintien au moins partiel pour réduire la taille des classes, étant donné que ça constitue une sorte d'investissement qui paye pour lui-même à l'avenir. Alors, une fois qu'on a dit ça, évidemment, se pose la question, on a raisonné à l'échelle nationale, maintenant il faut réfléchir à la répartition des enseignants et de se poser la question de, finalement, comment corriger d'éventuelles disparités territoriales. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que la baisse démographique à venir, c'est-à-dire celle qu'on peut projeter, la baisse des effectifs du premier degré sur la carte de gauche, elle est inégalement répartis sur le territoire. Certains départements vont perdre beaucoup plus d'élèves que d'autres. C'est le cas notamment des départements de l'Est. Par exemple, c'est le cas de Paris qui va perdre 34% d'élèves du premier degré dans les 10 prochaines années. Et puis, c'est moins vrai dans d'autres départements, pour ne citer qu'un, par exemple le Morbihan. Donc, ça veut dire que si par exemple, on se met dans le scénario, on maintient les effectifs et qu'on ne répartit pas, on ne réalloue pas les enseignants, on va avoir des tailles de classe qui diminuent de façon très inégale sur le territoire. Et donc on illustre ça avec la carte de droite qui donne une idée de à quoi ressemblerait la taille des classes si on maintenait les enseignants à leur niveau actuel partout. Alors évidemment, on se retrouverait avec des écarts assez considérables. Par exemple, Paris qui se retrouve avec 14 élèves par classe, alors qu'à l'inverse, que ce soit dans le Var, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, on aurait plus de 20 élèves par classe.
Donc évidemment, ça signifie que quel que soit le scénario dans lequel on se place, il va falloir réfléchir à la manière de réallouer la carte enseignante pour essayer de corriger ces disparités, parce que elles ne sont pas... la baisse démographique n'est pas parfaitement corrélée au profil social des départements. Donc ici, on illustre ce phénomène, c'est-à-dire qu'on classe les départements en fonction de leur niveau social, c'est mesuré par l'indice de position sociale, et on regarde la taille des classes projetées en 2034 si simplement on maintient les effectifs enseignants à leur niveau actuel. On voit par exemple que Paris, le département le plus favorisé, se retrouve avec la taille de classe la plus faible. À l'inverse, on a des départements plutôt défavorisés comme le Var qui ont des tailles de classe très élevées. C'est pourquoi on propose un scénario. Évidemment, c'est un exemple parmi d'autres, mais ça illustre le type de mécanique mentale dans laquelle il faut se placer quand on fait cet exercice, qui consiste à dire, est-ce qu'on peut se fixer une taille des classes à cet horizon et essayer de l'atteindre en gérant les recrutements d'enseignants. Donc dans ce scénario qu'on propose, on dit par exemple, essayons de fixer une taille des classes à 12 élèves dans toute l'éducation prioritaire, c'est-à-dire une politique plus ambitieuse qu'aujourd'hui, en étend les dédoublements de classes à toute l'éducation prioritaire. Et en dehors de l'éducation prioritaire, on fixe une taille des classes qui croît progressivement en fonction de l'indice social des départements, sans qu'aucun département ne se retrouve avec une taille de classe plus élevée qu'aujourd'hui. Donc ça permet, c'est vrai sur l'ensemble des départements, à l'exception de certains départements ruraux, comme la Lozère, le Cantal, la Creuse, où là, ça voudrait dire augmenter le nombre d'élèves par classe, qui n'est pas possible, donc on le maintient à son niveau actuel. Et c'est Paris qui se retrouve avec 22 élèves par classe et la Haute-Marne avec 17. Et à partir de ce scénario-là, on essaie de calculer qu'est-ce que ça implique du point de vue des besoins d'enseignants. Comment il faudrait faire varier le nombre d'enseignants par département. Et c'est cette carte-là qui l'illustre. Les départements en gris sont les départements où on pourrait atteindre cette cible sans vraiment, en maintenant simplement plus ou moins les effectifs en poste actuellement. Les départements en vert sont ceux où il faudrait baisser le nombre d'enseignants, et les départements en violet, ceux où il faudrait les augmenter. Et ce qu'on constate, c'est que les variations peuvent être assez considérables. Certains départements en vert, il faudrait diminuer le nombre d'enseignants de plus de 20-25%, enfin de plus de 20%. Et pour atteindre cette cible, vu qu'on ne peut pas déplacer physiquement des enseignants, c'est très difficile d'un département à l'autre, c'est uniquement en jouant sur les recrutements. Et donc, pour atteindre ce type d'objectif, ça veut dire que dès aujourd'hui, il faut avoir des recrutements planifiés sur plusieurs années pour geler d'une certaine manière les recrutements dans les zones où on ne veut pas que la taille des classes diminue trop par rapport à d'autres. À l'inverse, il y a certains départements où il faudrait recruter davantage qu'aujourd'hui, ce qui suppose un effort sur l'attractivité évidemment de ces départements. Ça passe notamment par des classes plus réduites, ça c'est attractif du point de vue des enseignants, mais ça passe aussi sans doute par des mécanismes d'incitation financière, non financière. Donc pour conclure, la baisse durable des effectifs, dont j'espère vous avoir convaincu que ce n'est pas un petit sujet pour la décennie qui vient, ça impose clairement une stratégie très volontariste de gestion de la carte enseignante, à la fois du point de vue des effectifs et de leur répartition, avec comme objectif effectivement de limiter les disparités qui pourraient apparaître entre territoires si on agit simplement de façon très passive face à cette baisse démographique. Et je signale simplement qu'il y a des sujets très importants à approfondir sur cette question. La question des équilibres publics-privés qui sont fortement affectés par cette dynamique démographique, la question propre aux territoires ruraux qu'on a pris en partie en compte mais qu'on pourrait approfondir, et évidemment la question de l'évolution des effectifs scolaires dans le second degré au collège, puisque elle est devant nous et elle va supposer le même type d'analyse pour les années à venir. Je vous remercie. J'espère que vous avez tous bien suivi les 4 présentations. On a une séance de questions sur ces 4 présentations et je vais là encore faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire prendre des questions. Vous pouvez vous lever la main, un micro vous sera distribué, vous présenter et poser la question. On essaie d'en prendre 2-3 et pour les allouer aux auteurs. Et ensuite, on aura une petite pause café rafraîchissement avant le débat politique. Il y a 2 questions là au fond à gauche. 2, 3, 4. Merci. Bon, je commence. Éric Dubois, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes, autrement dit retraité si vous préférez.
Non, j'ai une question sur la dernière présentation. Si je pousse le raisonnement avec les paramètres qui sont donnés là, le raisonnement, la bonne politique, c'est pas celle qui est proposée, c'est d'augmenter dès à présent la taille des classes au niveau optimal, si tant est qu'il y en ait un. En tout cas, la thèse, c'est que plus on baisse les classes, mieux c'est. Donc pourquoi on va le faire tout de suite? Peut-être qu'il va me répondre, le présentateur, que c'est parce qu'il y a des problèmes de recrutement actuels. Enfin non, ça génère des problèmes de recrutement, mais en fait on sait qu'il y a déjà des problèmes de recrutement aujourd'hui. Donc est-ce que si on intègre ces histoires de problèmes de recrutement comme justification d'une stratégie graduelle, est-ce qu'en fait on n'aboutit pas plutôt à une stratégie optimale qui est de baisser un peu le nombre d'enseignants et de baisser un peu la taille des classes? J'en sais rien, mais ça me paraît... je vous dis, la conclusion logique c'est il faut baisser tout de suite à 15 élèves, 12 élèves, 10 élèves, je sais pas, un élève peut-être. Merci. On prend deux autres questions de suite. Il y a deux là, et puis une troisième de l'autre côté. Bonjour, Jean-Cyprien Riam, je travaille à l'INSEE. Donc c'est un avis d'un praticien et pas du tout un avis officiel de mon institution. C'est sur la question sur le casse pension, là, sur les retraites des fonctionnaires d'État. C'est très intéressant comme papier, comme discussion. Alors moi je fais la comptabilité nationale qui n'est pas la comptabilité budgétaire ou publique telle que les auteurs l'ont présentée, mais il y a quand même des liens entre les deux, donc ça m'interroge pas mal sur les choix que vous proposez. Alors, moi j'ai une question de praticien, c'est combien de temps ça vous a pris de refaire ces calculs? Parce que vous le proposez, mais en fait vous voulez que ça soit implémenté, il faut que ce soit fait tous les ans ou plusieurs fois par an. Donc est-ce que ça vous a pris beaucoup de temps ou pas? J'en sais rien. Ou à refaire plutôt. Est-ce que c'est possible de le faire sur série longue? Parce que davantage, pour faire des comparaisons de retraite, on aime bien avoir des séries longues parce que c'est des enjeux démographiques, donc il faut remonter loin dans le passé. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des variantes que vous n'avez pas présentées par temps, mais voilà, qui pourraient dire, en fait, si on change ce paramètre, ça change des résultats. Un peu, beaucoup, pas du tout. Parce que voilà, pareil, il y a une question de sensibilité des débats, donc il faut que le chiffre, il ne faut pas qu'il dépende d'une hypothèse qui change complètement le diagnostic. Et un dernier point, là, moins pratique, mais plus de compréhension, vous avez cité que des avantages, même s'il n'y a aucune critique de légitimité sur les forces de police, les militaires et compagnie. Vous avez dit que ce n'est pas des coûts à mettre dans la retraite, mais vous avez sorti un peu des coûts salariaux. Alors j'ai envie de dire, un militaire, s'il faut le payer pour qu'il parte en retraite plus tôt, ça coûte du travail. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on sortirait des coûts salariaux. Il y a peut-être un argument que j'ai loupé. Merci. Merci. Une troisième question. Bonjour, moi je suis stagiaire, donc c'est peut-être une question un petit peu naïve. Ça concerne le premier modèle des retraites sur l'augmentation de l'âge de départ à la retraite. En fait, je voulais savoir comment est-ce qu'il était possible de prendre en compte le fait qu'il existe une disparité importante sur les niveaux de vie en fonction des niveaux, sur le niveau d'espérance de vie en fonction des niveaux de vie des agents aujourd'hui en France. Et est-ce que vous pensez que ça changerait le résultat obtenu ? Au contraire, est-ce que vous avez considéré la question et que l'effet il est non significatif et donc l'utilisation d'une moyenne nationale, c'est pertinent. Voilà. Merci. Et donc il y avait une quatrième question. On la prend en même temps. Paris. C'est sur la dernière présentation. Je voulais simplement demander au présentateur qu'est-ce qu'il avait trouvé comme niveau d'analyse et d'analyse sur cette question qu'il aborde aujourd'hui. Est-ce que c'est totalement nouveau ou est-ce qu'il y a toute une littérature qui existe déjà? Très bien, merci. Alors, on peut rassembler les deux questions éducation pour Julien. Merci pour ces questions. Je vais peut-être commencer par la question plus large de quel niveau, le point de départ, qu'est-ce qu'on a comme niveau d'analyse sur ces sujets. On a une vaste littérature quand même sur les effets de la taille des classes qui s'est beaucoup développée ces dernières années et pour laquelle on a également des évaluations pour la France. En revanche, sur les simulations, les projections qu'on a pu effectuer, on n'a pas trouvé énormément de choses, en tout cas pas qui intègrent vraiment ces dimensions de coûts d'économie budgétaire à court terme à comparer aux bénéfices de très long terme. Donc, à notre sens, c'est une analyse originale, mais bon, peut-être qu'il existe d'autres travaux. On n'a pas vu énormément sur le sujet. Sur la question, la première question sur la temporalité des choses, alors je ne suis pas sûr d'avoir complètement compris la question.
à mon sens, la baisse, elle est forcément graduelle, la baisse de la taille des classes, parce que elle s'appuie uniquement sur... enfin, il y a le stock des enseignants qui est là. Et donc lui, on ne peut pas le bouger très facilement, on ne peut pas le faire varier. Donc les variations qu'on peut espérer, c'est essentiellement le solde entre les départs en retraite et les recrutements. C'est ça qui va faire varier la taille des classes dans un territoire donné. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans l'introduction. C'est vraiment en période de baisse démographique qu'on récupère des marges de manœuvre justement pour agir sur la taille des classes, parce que les tensions sur le recrutement se font moins sentir que voilà, on peut geler les recrutements, alors que si on était en période de croissance démographique, il faudrait augmenter beaucoup le nombre d'enseignants, ce qui est plus compliqué. Sur l'utilisation de cette ressource, des ressources économisées. Donc là, on l'a illustré par la taille des classes, parce que si on fait le ratio que j'ai décrit d'efficacité des dépenses publiques, c'est un ratio assez élevé. Il y a aussi d'autres possibilités de réinvestir ces ressources. J'en citerai qu'une qui a des rendements très élevés, c'est par exemple les dispositifs de tutorat. Donc il ne s'agit pas de dire que c'est l'alpha et l'oméga de la politique éducative, mais parmi le spectre des politiques éducatives pour lesquelles on a des résultats solides, eh bien, ça fait partie des dispositifs qui ont un des rendements les plus élevés par euro net investi. Voilà. Merci Julien. Donc peut-être Patrick sur la question les questions sur le casse pension et l'énorme travail réalisé, mais finalement qui est quand même faisable chaque année. C'est ça. Merci. Oui, alors je ne vais pas dire que ça n'a pas pris de temps. On aurait bien aimé, mais voilà. Après, clairement, ça prend du temps. Nous, on l'a fait avec les données qui étaient disponibles pour les chercheurs, donc notamment les données de l'adresse de l'échantillon des régimes de retraités. En gros, ce travail, il y a deux choses. Il y a d'une part savoir décomposer dans des dépenses de retraite des fonctionnaires, notamment isoler tous ces dépenses par métier à réallouer au ministère employeur. Et puis il y a toute une autre partie qui est de recalculer la compensation démographique. Donc c'est du travail qui me semble faisable, d'autant plus avec les données un peu plus fines dont dispose soit le service des retraites de l'État pour les fonctionnaires d'État, soit la direction de la sécurité sociale pour voilà. Donc on va pas dire que c'est à coup nul, mais c'est normalement faisable pour les services de l'État. Et sur la deuxième question, sur les départs anticipés, en fait, on cherche pas à dire que c'est pas du coût salarial. Ce qu'on veut dire, c'est pas un coût salarial uniforme de tous les fonctionnaires en tant que cotisants à leur régime. Et donc c'est pour ça, nous, la principale chose, c'était de réallouer, disons, les dépenses d'anticipation des policiers, c'est le ministère de l'Intérieur qui les paye. Après, évidemment, il y a une question de poser comment c'est mis en place. Est-ce que c'est une surcotisation, mais qui n'est pas une surcotisation de tous les fonctionnaires, une surcotisation des policiers en tant que bénéficiaires ou des militaires, etc. Ou est-ce que c'est le ministère lui-même qui le paye? Mais c'est vrai qu'à la rigueur, nous, on se posait pas. Ce qui est essentiel pour nous, c'est de remettre au bon endroit, dans le bon ministère. Après, effectivement, si on veut mettre ça en pratique, il y aura une question de savoir comment on l'exprime, et le fait d'en faire un élément du coût salarial de ces professions et non pas de l'ensemble des fonctionnaires d'État, ça peut se discuter. Alors il y avait la quatrième question qui concernait peut-être François sur... Oui, donc merci pour la question. Il est vrai que dans le modèle qu'on a présenté là cet après-midi, il n'y a pas de différenciation d'espérance de vie en fonction des CSP. Tout simplement, on a fait cette hypothèse parce que il n'y a pas de choix endogène de départ à la retraite, d'âge de départ en retraite. Donc en fait, ce qui compte, c'est combien les gens ont cotisé sur leur carrière. Comme là, on ne tient pas compte de l'âge effectif de départ en retraite souhaité. Ce qui compte, c'est combien ils ont cotisé en moyenne, en sachant qu'ils partent tous à 21 ans sur le marché du travail. Effectivement, si on tient compte de l'hétérogénéité du départ du marché du travail, donc certains ont commencé à 17 ans, donc évidemment, le nombre de cotisations compte, donc évidemment, il faut que je tienne compte de leur différence de nombre d'années de cotisation à tel âge. Donc là, évidemment, on aurait eu intérêt à faire ça. De plus, on a d'autant plus intérêt à le faire quand on tient compte aussi des incitations à prolonger l'activité qui vont être évidemment différentes en fonction de l'espérance de vie. Là, comme là, on n'a pas étudier cet aspect incitatif du départ volontaire, l'homogénéité de l'espérance de vie sur le calcul comptable ne me paraît pas être une grosse approximation, mais évidemment c'est mieux d'en tenir compte. Merci. Est-ce qu'il reste une question vraiment urgente ou vous préférez aller à une question Henri? Un peu d'animation. Non, c'est pas une question, c'est une remarque. C'est qu'on a eu un exposé fabuleux qui nous a dit que tout le monde avait intérêt au report de l'âge de la retraite. C'est génial, mais on n'a pas vu ça l'année dernière. On a vu des gens qui se sont mobilisés dans la rue contre, et par ailleurs, on pose des questions aux gens régulièrement. On leur demande est-ce que vous préférez reporter l'âge de la retraite ou
plus de cotisations ou une retraite plus faible. Et c'est toujours le report c'est toujours plus de cotisations qui arrivent, et c'est le report qui arrive, c'est le report de l'âge qui arrive en dernier. Et par ailleurs, dans le modèle, il serait intéressant de tenir compte du fait que les gens considèrent, à tort ou à raison, que travailler au-delà d'un certain âge, c'est extrêmement pénible, âge qui diffère selon les professions, et ça s'explique quand même que les travailleurs manuels ne sont pas très chauds ne sont pas forcément enthousiastes pour le report.